Good evening, ladies. Good evening, gentlemen. It is exactly 8 p.m. on our studio clock, and its news are on Spectrum Television. Top on our news stories tonight, August 3, 2024. The Glencore case. The National Hydrocarbon Company has issued a statement indicating the level of evolution of the procedures. We shall be shedding more light on these procedures in this newscast. Also in this newscast, as we continue to observe the breastfeeding week, our reporter Catherine Cornet caught up with a health expert who tells us of some effects caused on babies if they are not breastfed. The stories in full and more will be yours right ahead. Thanks for joining in, ladies and gentlemen. You're watching the 8 p.m. Bilingual Primetime Newscast on your TV, Spectrum Television. And we'll kickstart right away, and it is in the French language, and it is with you, Makeda Lydie Newton. Bonsoir. Bonsoir Christelle Asexuelle, mesdames, messieurs, bonsoir. Affaire Glencore. La Société nationale d'hydrocarbures vient de rendre public un communiqué indiquant le niveau d'évolution de la procédure. L'on apprend par Adolphe Moudiki, l'administrateur directeur général de cette structure, qu'une plainte a été déposée au tribunal criminel spécial et pourra faire la lumière sur les différentes responsabilités. Sauf que pour maître Akere Mouna, plusieurs interrogations restent en suspens. Le point avec vous, Olivier Bouzique. L'affaire Glencore avance à grands pas au parquet financier de Londres. Le Serious Fraud Office du Royaume-Uni, l'autorité judiciaire britannique spécialisée dans la lutte contre la fraude, la corruption et les pots de vin de haut niveau, a adressé courant juin 2024 un courrier à la procureure générale à Londres. Objectif, solliciter son accord afin de porter plainte contre les individus soupçonnés d'avoir participé aux pratiques de corruption reconnues par la société Glencore en 2022. Une avancée qui a fait bouger les lignes dans la même affaire au Cameroun. Muet sur le dossier depuis son déclenchement, la Société nationale des hydrocarbures, dans un communiqué publié le 2 août 2024, confirme que les dirigeants et employés de la société Glencore, auteurs des actes de corruption commis au détriment de la SNH, ont été identifiés et comparaîtront devant le tribunal de Westminster et Londres le 10 septembre 2024. En ce qui concerne le Cameroun, l'administrateur directeur général de la SNH indique que la compagnie pétrolière camerounaise a introduit une plainte devant le tribunal criminel spécial le 6 novembre 2023 pour identifier les complices camerounais de ces actes de corruption. Adolphe Moudiki dit être confiant que l'issue de la procédure à Londres permettra l'accélération des enquêtes au niveau du TCS. Au cœur de cette affaire depuis le début, Maître Akere Mouna ne partage pas cette sérénité. Dans une sortie en réponse au communiqué de l'ADG de la SNH, l'ex-bâtonnier déplore la gestion de ce dossier par la structure camerounaise. Il regrette que le sujet n'ait pas été abordé au cours du récent conseil d'administration de la compagnie. Pour Maître Akere Mouna, plusieurs curiosités demeurent malgré le communiqué d'Adolphe Moudiki. Comment expliquer pourquoi le pétrole brut a été vendu avec une remise de 30% en dessous du prix du marché? De plus, pourquoi le pétrole brut camerounais a-t-il été vendu à Vitol, un trader accusé de corruption en Amérique latine avec une remise de 70%? Entre autres interrogations qu'il émet. Pour lui, la conséquence de cette complicité entre certains fonctionnaires camerounais et Glencore devrait être la suspension de toutes les transactions de la SNH avec la multinationale. Il est clair qu'une action doit être entreprise localement, conclut l'avocat, face au scandale de corruption qui a été qualifié comme l'un des plus importants du siècle. Affaire donc à suivre. Veiller sans faille à la préservation et à la sécurisation de la nationalité camerounaise. C'est l'une des recommandations données à la nouvelle officier d'état civil de Yupwe, ici dans la ville de Douala. Elle a été installée dans ses fonctions hier au cours de la cérémonie officielle d'ouverture du centre d'état civil secondaire de Yupwe. Le compte rendu d'Orient Donkeng et de Julie Pop. Charité bien ordonnée commence par soi-même. L'espoir légitime que le premier mariage qui sera célébré en Saint-Dieu sera le vôtre. Je vous déclare donc officiellement installé dans vos fonctions d'officier d'état civil du centre secondaire de Yupwe. Le centre d'état civil secondaire de Yupwe a une nouvelle bâtisse et une nouvelle maîtresse aussi belle et jeune que le cadre. Il y a beaucoup de dynamisme, beaucoup de joie et de bonheur. Je pense que ceux qui se marieront à Yupwe ne vont pas divorcer. Donc, en fait, je veux insuffler
tout le bonheur possible, toutes les compétences et le dynamisme effectivement de la jeunesse. Et j'espère vraiment trouver un écho favorable. Et puis je suis bien entourée, je pense que le travail sera fait et je pense que prochainement il y aura de bons échos de Youpoué. Déjà sensibilisé, recensé et avec l'association des officiers d'état civil, on veut mettre en place un projet de recensement d'enfants qui n'ont pas d'acte et d'établissement d'actes gratuits. Donc on veut peaufiner le projet pour voir financièrement comment modeler et exécuter ça plus tard. Donc déjà à la base, procéder à la formation des secrétaires. Rien n'est trop difficile pour la jeunesse, dit l'adage. Hélène Suzanne Bébé, née le 24 octobre 1986 à Douala, est nommée le 20 septembre 2022 par un arrêté du ministre de la Décentralisation et du Développement local, a les idées plein la tête et entend bien les mener à terme. Je pense qu'il y a des éléments à fournir pour effectivement obtenir un acte de naissance. Ça veut dire quoi? Il faut déjà vérifier l'authenticité de toute forme de document qu'on va nous donner. Donc avec le BUNEC, qui a toutes les capacités et les habilités pour effectivement vérifier les authenticités de tous ces documents, je pense que ça se fera et on pourra très bien éviter toute forme de malversation ou bien d'usurpation de nationalité. Donc je serai bien entourée, je pense. Réception des déclarations et établissement d'actes d'état civil, préservation et sécurisation de la nationalité camerounaise sont entre autres recommandations à la nouvelle officier d'état civil. C'est depuis que nous souffrons ici. À chaque moment, nous allions signer nos pièces, soit à Nebel, soit à Aqua. Aujourd'hui, nous sommes fiers que l'État nous donne normalement un centre d'état civil. Il y a la route, il y a le débarcadère, donc nous sommes fiers. Maintenant, nous sommes rassurés que tout va venir. Non, nous n'avons plus peur et l'État est avec nous et nous sommes avec l'État. Pour nous, c'est un signe de reconnaissance d'une existence légale sur un territoire bien précis, avec une population bien connue. C'est une population en perpétuelle croissante. Je peux vous défier et vous dire que demain, à la même heure, il y aura de nouveaux habitants à Youpé. Je pense que l'État, dans sa perspective, a bien lu l'avenir de Youpé et nous a dotés de ce centre important qui va nous permettre un peu de, comme disait monsieur le sous-préfet, à l'officier d'état civil, d'être une contributrice, voilà, à la gestion du fichier de la nationalité. L'ouverture de ce centre à Youpoué est un ouf de soulagement pour cette population qui vit depuis peu avec une épée de Damoclès sur la tête. Extrait. Ces populations espèrent tout de même voir bientôt à Youpoué un centre médical, un établissement secondaire public et même un complexe de loisirs. Ce 2 août 2024, à Youpoué, dans le 2e arrondissement de la ville de Douala, a eu lieu une double cérémonie d'installation de l'officier d'état civil et d'ouverture officielle du centre d'état civil secondaire. Développement local toujours, les organisations de la société civile plaident pour une meilleure gestion des forêts, notamment du bassin du Congo. C'est ce qui ressort en tout cas de la conférence qui vient de se tenir à Yaoundé dans le but de mener des réflexions sur les propositions à faire au gouvernement de la zone CEMAC. Plus de précisions avec vous, Olivier Bouzique. C'est un plaidoyer pour une meilleure gestion des quelques 3,7 millions de kilomètres que les forêts du bassin du Congo couvrent. Selon les experts, les modèles actuels de conservation et d'exploitation mis sur pied par les États de la sous-région non seulement contribuent peu au développement économique, mais causent bien le contraire des dommages environnementaux et sociaux importants. On se rend bien compte que le mode d'exploitation actuel contribue fortement à la déforestation, à la dégradation des terres, à la violation des droits des communautés. Les peuples autochtones qui se retrouvent presque perdus et aussi, disons, à la croisée des chemins. L'une des difficultés qu'on pourrait rencontrer, ou bien qu'on rencontre, c'est même la connaissance
exacte des ressources que nous avons. La conférence des organisations de la société civile qui se tient à Yaoundé à l'initiative de Greenpeace Africa ambitionne promouvoir le dialogue, la collaboration entre les OSC et les pouvoirs publics afin d'améliorer les standards de participation des communautés locales et autochtones dans la gestion des forêts. Les échanges de 3 jours ont porté entre autres sur les problèmes liés au modèle actuel de gestion des ressources forestières, sur l'extractivisme ainsi que sur les alternatives envisageables. Une vingtaine de recommandations adoptées. Contrairement aux différentes politiques industrielles que nous avons où nous produisons des produits que nous ne consommons pas. Alors, on demande au gouvernement de promouvoir davantage l'agroforesterie et de promouvoir également l'agroécologie pour permettre aux communautés d'être des acteurs de leur propre développement, dont les États, au niveau international, doivent mettre à disposition les financements pour que nos États puissent préserver les forêts et avoir de l'argent pour contribuer au développement d'autres secteurs, la santé, la sécurité et l'éducation. On a deux pays, la République du Congo et la République démocratique du Congo, qui ont des lois nationales. Ça, ce sont des avancées très importantes, ce sont des avancées significatives. Mais justement, il faut œuvrer pour l'implémentation de cette législation-là. Les différentes organisations de la société civile représentées, venues de divers pays de la sous-région, devront mener le plaidoyer auprès de leurs gouvernements respectifs. As we continue to observe the Breastfeeding Week, our reporter Catherine Corney caught up with a health expert who tells us on some important or effects of not feeding babies with breast milk. According to Dr. Rishi Zinga, a generalist, there are several significant effects of not breastfeeding a baby. The first thing involved here is malnutrition. Children that are not properly breastfed run the risk of developing malnutrition. The malnutrition could be acute and then it could be chronic. So children that develop chronic malnutrition or failure to thrive have the risk of not having a poor psychomotor development compared to their peers that are properly breastfed. So intellectually they can be slightly let me not say retarded, but they can be slightly lagging compared to their peers, and then at the level of their motor development they can tend to maybe talk, walk at later ages compared to their peers that were properly breastfed. The immune system of the baby becomes weaker if not breastfed properly. Another thing involved is the strength of the immune system. We know that breast milk is paramount in building the immune system of the young child. So a child that is not breastfed or that is poorly breastfed from the onset from birth will tend to have a weaker immune system compared to his peers. So a weaker immune system means the child has more chances of contracting infectious diseases. The child has more chances of developing allergies and some other chronic diseases like asthma and some pulmonary affections. He, however, urged parents to breastfeed their kids as it is the only food that completely meets the nutritional and energy needs of babies. Managing garbage can be a very daunting task in most metropolitan cities, and Douala, like one of the cities, is not exempted. Going around town, you won't miss seeing unattended garbage piled in most junctions of the city. This is the observation made by our reporter in the following report. Ça me fait mal puisque ça rend la ville sale. Ce n'est pas normal. Un pays comme le Cameroun, on retrouve encore des poubelles partout là, ce n'est pas normal. This scenery can't be missed when going around and about the economic capital city, Douala. Heaps of garbage unattended to, piled across most junctions, flaunt the streets. The inhabitants, left to their mercy, still go about their activities in the midst of this refuse and unpleasant stench. Vendre à côté des bacs aujourd'hui, les conséquences sont des maladies, des infections. Tout cela, ça nous met mal à l'aise. Et on souhaiterait que
la communauté urbaine fasse quelque chose de plus mieux. Selling around this garbage bin is really not the best as we risk infections and other illnesses. We plead on the Douala City Council to help us with the situation. Sometimes we are sick here just from inhaling the stench. On peut diriger les gens à aller jeter les ordures quelque part. Par rapport à ça, vraiment, nous sommes vraiment malades. Ici, il y a des gens qui toussent, on ne sait pas où ça provient. Ça peut être parfois des bacs ordures, donc on souhaite que la communauté vienne faire quelque chose pour nous. Unpleasant for some, a source of livelihood for others who daily come through this garbage sorting out items like bottles, hardwares, old bags, shoes, cartons and other items which they sell out to whoever is interested for a few CFA francs. Je ramasse la ferraille, je ramasse le carton et je ramasse la bouteille. Et vous vendez ça très cher? I pick up bottles, cartons, which I sell around to people who need them. Donc, on passe seulement à la gare avec le carton, donc je suis là à l'entrée pour vendre. C'est rien que ça, rien que la poubelle, la bouteille. Bottles, old clothes, shoes, what people trash, we pick them up and sell. Even at 200 francs CFA, we sell. Parce qu'on n'est pas acheté, on ramasse seulement. However, the issue with waste management in Cameroon's metropolitan city, Douala, has been a daunting task for the authorities to tackle, as the waste management company in charge of picking up this garbage does not do that on a regular basis, hence the result of what is experienced around the city. Nonetheless, the inhabitants are calling on the competent authorities to look into the situation in order to make Douala a clean city, just like the Douala City Mayor envisages in his recent ongoing project dubbed Douala Clean City Project. Parlons religion à présent, rassemblement des dignitaires musulmans. Plus de 70 associations religieuses siègent depuis ce matin à Yaoundé. C'est en marge de l'Assemblée générale constitutive du Conseil supérieur des affaires islamiques du Cameroun. L'idée de ce conseil, apprend-on, est de promouvoir la paix, le vivre ensemble et le développement dans les communautés musulmanes. Olivier Bouzikwe pour les détails. Structurer davantage la communauté musulmane, promouvoir les valeurs de paix, de dialogue et de vivre ensemble harmonieux. Tels sont les objectifs visés par les dignitaires musulmans à travers la tenue ce 3 août de l'Assemblée générale du Conseil supérieur des affaires islamiques du Cameroun. Plus de 70 associations, des leaders religieux, des autorités traditionnelles, des imams et autres sont tous présents pour créer cette dynamique. C'est un moment historique, comme ils l'ont si bien dit, pour eux, de mettre sur pied une association solide qui va accompagner les pouvoirs publics dans la conduite de notre pays vers son émergence. Pendant les 2 jours de session, il sera question d'adopter les textes de base du Conseil. Les membres du Conseil devront en outre, au cours des travaux, procéder à la mise en place des instances dirigeantes crédibles et dynamiques. Notre crainte, c'est vraiment attirer l'attention des gens qui seront appelés à gérer cette structure. Qu'il y a une grande majorité des musulmans qu'il faut prendre en compte, qu'on ne s'en serve pas pour exclure ou diviser la communauté musulmane. J'ai été invité, je suis le président national des chefs traditionnels à Oussa du Cameroun. J'ai été donc invité à ce titre. Bon, je viens aussi voir, entendre, pour essayer d'apporter ma modeste contribution, ma petite expérience. Initié en 2002, le Conseil supérieur des affaires islamiques du Cameroun promeut le développement de la communauté musulmane à travers des actions menées dans divers secteurs. L'éducation, l'entrepreneuriat, la formation aussi, assurer une coordination efficiente sur les questions liées au croissant lunaire en déterminant les fêtes musulmanes.
Culture, fédérer toutes les initiatives liées à l'apprentissage et la promotion de la langue sawa. C'est le but de la création du réseau des centres d'apprentissage de langue, de l'art et de la culture sawa. Et après l'Assemblée générale constitutive du 12 octobre 2023, le réseau a officiellement lancé ses activités mardi dernier ici à Douala. Léla Renganzeu et Jules Epon pour le compte-rendu. Pour que les langues continuent de se transmettre de génération en génération, parce que la langue est une valeur importante de la culture, le Ngondo lance le réseau des centres d'apprentissage des langues, de l'art et de la culture sawa. Nos langues, notre culture, nos traditions sont de plus en plus délaissées. Même nous qui sommes les adultes, on ne peut pas affirmer qu'on maîtrise sa langue, sa culture, quelle que soit l'ethnie, quelle que soit la tribu. Un peuple sans langue qui se construit se meurt. Vous avez bien compris l'objet du lancement des activités de cette journée. Il était question pour le Ngondo de marquer le coup en portant l'attention du grand public, l'intérêt que chaque peuple, pas seulement le peuple sawa, a de préserver sa langue. Parce que je l'ai dit à l'entame de mon propos, sans langue, il n'y a pas de culture, il n'y a pas de tradition. Et vous savez la place que le Ngondo, le peuple sawa, accorde à sa tradition. Vous vivez le festival chaque année et c'est à travers la langue et la préservation de la culture que nous réussissons à maintenir ce que tout le peuple connaît dans notre République. Constitué de plusieurs centres, le Recalza se veut le lieu où s'harmonisent tous les enseignements. Il s'agit ici d'ordonner toutes les initiatives d'apprentissage des langues. En termes d'apprentissage, s'il n'y a pas des contenus bien précis, des modules bien édifiés, il y aura plusieurs enseignements. C'est pour cela que la nécessité de créer un réseau qui fédère toutes ces initiatives dans le but non seulement d'harmoniser les enseignements, de les approfondir, mais de soutenir aussi ces centres satellites qui se battent. Et à la question de savoir si ces centres ne reçoivent que les ressortissants sawa, le docteur Friston Etone, coordonnateur d'un de ces centres, répond. Il n'y a pas de barrière là-dessus. D'ailleurs, nous constatons que les non-sawa, les apprenants non-sawa sont plus nombreux dans nos classes. Donc il n'y a aucune barrière tribale. Tout le monde est appelé à soutenir ce mouvement. Plus nous sommes nombreux, plus nous allons maîtriser cette problématique de l'apprentissage de nos langues, de notre culture, de l'art et de nos traditions. En présence du président du Ngondo et de plusieurs chefs traditionnels des villages sawa, la cérémonie officielle du lancement des activités du réseau des centres d'apprentissage des langues, de l'art et de la culture sawa s'est tenue ce 30 juillet à la salle des fêtes d'Aqua. Ukrainian tennis player Alex Dolgopolov was once ranked 13th in the world, but shortly after Russia invaded his homeland in 2022, he has volunteered to fight in the front line. More of the story with our Voice of America partners. 35-year-old retired Ukrainian tennis star Alex Dolgopolov has been fighting on the front lines since the early months of Russia's invasion, and he says he has never regretted this decision. I don't think we need a motivation because it's our homeland. First I was helping more with the media, collecting some money, training a little bit. After, step by step, I joined, and I felt I had to do more. You know, it's always in the back of your head, do it when you're doing this, and you're like, oh, someone's fighting now, and you're like a healthy sports person. You could also help with something.
Dolgopolov started playing tennis at age 3. He has won 3 singles and 1 doubles tournament and ranked 13 in the world for singles in January of 2012. Dolgopolov earned over $7 million in prize money before retiring from professional tennis in 2021. But when Russia invaded Ukraine in early 2022, he became a drone operator with Ukraine's armed forces. Because if Ukraine falls, Europe might see this at home. Dolgopolov says on the front lines, a drone operator's shift can last for hours. If you just gather information, you can come and work 7 hours. If it's in the south and you have to help your guys on the ground, then it usually was like 15 hours. And you can't stop because there's people who depend on you. Dolgopolov says his 15 years in professional sports helps him cope with daily wartime stress. Many people say sport is a war, just without killing. So you fight in extreme conditions. You have to overcome very tough situations, sometimes injuries and playing with injuries, training really hard. So your mentality is always in stress and fighting the stress. Dolgopolov hopes to use his experience in professional sports to develop specialized physical training for Ukrainian soldiers. The army is quite a big mechanism. I believe it has a very general physical training. I think we can improve that. No, NATO training is good, but first of all, we don't have that time. Second of all, we don't have the resources that NATO has. I believe they have much better rotations, much more rest. They have more time in training. They have time to work on their physics on the rotation, so we don't have those things. Dolgopolov was working on a program designed to strengthen the spine and knee joints while enhancing the endurance of Ukrainian fighters. Anna Kostyuchenko, VOA News, Central Ukraine. Une note de sport avant de refermer ce journal. Jeux Olympiques Paris 2024. La lueur d'espoir qui vient de l'athlétisme pour la Cameroun Olympic Team. Ce samedi matin, Emmanuel Essémé, ici à l'image, s'est qualifié pour les demi-finales du 100 mètres hommes en se classant deuxième de sa série avec un chrono de 9 secondes 98. Ces demi-finales se déroulent demain avec Emmanuel Essémé sur la ligne de départ. Demain également, Linda Angounou, l'autre athlète, fera son entrée en compétition dans la discipline de 400 mètres haies. A contrario, la nageuse Grace Manuel Angelo a été éliminée ce matin aux 50 mètres nage libre après avoir terminé troisième de sa série avec un chrono de 30,98. C'est la fin de ce journal bilingue, mesdames, messieurs. Merci de votre attention. Bon week-end à vous. Au revoir. Au revoir, Christelle Seke. Good night to you, Makedali Dinutum. Good night, televiewers. Do have a pleasant evening in company of very interesting programs on Spectrum Television. Good night.